Tokyo, c'est vraiment la mégalopole qui fait rêver avant même d'y mettre les pieds. Et franchement, après y avoir passé 7 jours, je peux vous dire que la réalité a même dépassé mes attentes. Dans cette vidéo, je vous partage mon itinéraire complet, jour après jour, pour profiter au maximum de Tokyo. Les quartiers incontournables, les expériences à ne pas rater et surtout les vrais conseils pratiques que j'aurais aimé avoir avant de partir. Le premier jour, on commence par un incontournable, le carrefour de Shibuya. Et franchement, même si on le connaît en photo, arriver là pour la première fois, c'est vraiment quelque chose. Les immeubles, les néons, les affiches géantes de partout et le fameux passage piéton. C'est vraiment impressionnant. On est allé voir la statue du chien Hachiko, le célèbre chien qui attendait son maître à la gare tous les jours, même après sa mort. Puis on a pris le temps de se promener dans les rues aux alentours. Il y a vraiment plein d'endroits sympas avec des boutiques pour tous les goûts, vraiment de quoi flâner. Juste à côté, il y a le mall Shibuya Parco. Au même étage, vous trouverez le Nintendo Store et le Pokémon Center. Ça ouvre à 10h, on y était vers 10h30 et il y avait déjà du monde, surtout au Pokémon Center. Il y a aussi la boutique Sega et un magasin entier dédié à One Piece. Bref, le paradis si vous aimez la pop culture japonaise. Ensuite, direction Harajuku. On a commencé par la boutique Harry Potter qui est sur 2 étages. Il y a vraiment plein de choix, y compris des vêtements super sympas. Ensuite, on a rejoint Takeshita Street, c'est le cœur de Harajuku, avec des boutiques de mode, de la street food, des machines à capsules, tout ça condensé sur 400 mètres. Il y avait beaucoup de monde, mais l'ambiance est vraiment sympa et ça vaut clairement le détour. Si tu aimes ce contenu jusque-là, pense à t'abonner. Ça soutient vraiment ma chaîne. Un grand merci à toi. On a ensuite fait un détour par la gare de Tokyo au niveau du mall en sous-sol, au niveau B1, pour le magasin officiel Ghibli. Il y a vraiment pas mal de choix et des souvenirs très sympas. Et si vous êtes fan de Ghibli et que vous souhaitez visiter le parc à Nagoya, je vous mets le lien de ma vidéo pour organiser votre visite. Pour terminer ce premier jour, direction Shinjuku et le quartier Kabukicho. C'est un quartier très animé avec des néons de partout, des karaokés, des salles d'arcade. Bref, c'est le Tokyo de nuit comme on l'imagine avant de partir. On a commencé par la Yokosho Memory Lane. C'est une toute petite ruelle avec des lanternes et des petits restaurants, 10 personnes maximum à l'intérieur. En se promenant, on est passé devant le fameux Godzilla sur le toit de l'hôtel Gracery. C'est une statue qui est animée 1 fois par heure, donc vérifiez les horaires avant d'y aller. On a aussi fait une grande salle d'arcade avec des tonnes de machines à pince, des Mario Kart et plein de jeux en tout genre. Et pour finir, on s'est arrêté au Golden Gate. C'est une ruelle cachée juste derrière Kabukicho, avec 6 allées étroites, plus de 200 micro-bars collés les uns aux autres, qui accueillent 4 à 6 personnes par bar maximum. C'est vraiment l'expérience des petits bars à la japonaise. Il y a souvent une entrée à payer de 500 à 1000 yens, mais même si vous ne vous arrêtez pas dans un bar, ça vaut le détour rien que pour se balader dans les ruelles. Pour notre deuxième jour, on avait réservé les studios Harry Potter. Côté réservation, on a pris le créneau le plus tôt possible. Le studio ouvre à 8h30, on avait un billet pour 9h, mais on a quand même pu entrer dès l'ouverture. On était dans les premiers et franchement, c'était super agréable de visiter sans trop de monde. À l'intérieur, il y a des salles reproduisant les décors originaux des films, des explications sur les effets spéciaux, les costumes, les sons. C'est extrêmement immersif et franchement, ça a dépassé nos attentes. J'ai trouvé ces studios encore plus impressionnants que ceux de Londres. On peut se mettre dans la peau d'un spectateur de Quidditch, visiter le ministère de la magie et il y a des QR codes pour des photos interactives. Bref, c'est une expérience incroyable si vous aimez Harry Potter. Je vous mets le lien en description pour réserver vos billets si ça vous intéresse. Le soir, on est retourné à Shibuya pour profiter du carrefour de nuit. Et de nuit, c'est encore plus spectaculaire. Petit conseil, restez dans la gare et montez au premier étage entre les lignes JR et la ligne Keio Inokashira. C'est gratuit, il y a moins de monde que le Starbucks en face et vous avez une vue plongeante sur le carrefour Shibuya. Pour notre troisième jour, on a mis le réveil tôt et on est allé en direction de l'Arashio Beya pour assister à un entraînement de sumo. C'est l'un des dojos les plus accessibles aux touristes et il n'y a aucun souci pour venir en tant que spectateur. Les entraînements se déroulent entre 7h30 et 9h30. On est arrivé à 7h45 et il y avait déjà du monde devant les vitres. Plus vous arrivez tard, plus ce sera compliqué d'avoir une bonne place. Entre 7h30 et 8h, c'est l'échauffement, puis les sumos s'affrontent. C'est vraiment une expérience incontournable à faire à Tokyo. Ensuite, on a pris le métro direction le quartier d'Asakusa et plus précisément le temple Sensoji. C'est le plus vieux temple bouddhiste de Tokyo et clairement un des incontournables de la ville. On arrive par la grande porte avec l'énorme lanterne rouge qu'on voit partout en photo et ensuite il y a une grande rue commerçante avec des dizaines de boutiques de souvenirs et de street food. Et au bout de la rue, on arrive au temple principal, une pagode à 5 étages avec une grande cour.
C'est vraiment très beau et dépaysant. On y était vers 9h30, il y avait du monde mais rien de gênant pour profiter. Prenez le temps également de vous balader dans les petites rues perpendiculaires, c'est beaucoup plus calme et il y a aussi plein de restos sympas. L'après-midi, direction Akihabara, le quartier geek de Tokyo. On est immédiatement plongé dans une autre dimension, des immeubles entiers recouverts d'affiches de manga, des néons partout et des boutiques à n'en plus finir. Il y a vraiment de tout, des figurines, des mangas, des cartes Pokémon, One Piece. Bref, c'est un incontournable si vous aimez les jeux vidéo, les mangas ou juste la pop culture japonaise. Pour le 4e jour, on avait réservé le Samurai Restaurant. C'est un show immersif autour de l'univers des samouraïs avec des danses, des combats, des décors gigantesques, des costumes complètement fous, le tout avec une bande son électro. C'est déjanté et c'est complètement assumé. Franchement, on a adoré. Il faut y aller en sachant ce que c'est, une activité de touriste assumée, mais vraiment sympa à vivre comme une expérience totalement décalée. Mon conseil, réservez à l'avance, les créneaux partent vite. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. L'après-midi, on a profité pour retourner à Harajuku, acheter des souvenirs et faire du shopping. C'est clairement touristique, mais c'est quand même super sympa et il y a tellement de boutiques à explorer qu'on voit vraiment pas le temps passer. Ensuite, on est allé au Square Enix Garden à côté de Shibuya. C'est la boutique officielle de Final Fantasy et Kingdom Hearts. Bref, c'est à faire si vous êtes un fan de RPG japonais. Pour le 5e jour, on a fait une escapade depuis Tokyo, direction Kawaguchiko, pour voir le mont Fuji. Et avant tout, il y a quelque chose de crucial à savoir, le mont Fuji est très souvent caché par les nuages. Donc pensez à regarder la météo avant de réserver vos billets de train. Nous, on a utilisé l'application Windy qui permet de voir la hauteur des nuages jour par jour. On a repéré le seul créneau dégagé de la semaine et on a réservé nos billets 5 jours à l'avance. Depuis Tokyo, comptez 2 heures de trajet et 8000 yens aller-retour. Une fois arrivé, on a loué des vélos et fait le tour du lac. C'est vraiment magnifique et super paisible. Le point fort de la journée, c'est le parc Oshino. On a d'ailleurs trouvé une place parfaite chez un glacier face au mont Fuji, avec les jardins fleuris en dessous, et ça a été un des plus beaux panoramas de notre séjour. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo entière dédiée au mont Fuji. Je vous mets le lien pour aller la regarder. Le 6e jour, on a commencé par le sanctuaire Meiji Jingu, dans le quartier de Harajuku. Il y a des grandes portes de torii en bois et on traverse ensuite une très belle forêt jusqu'au sanctuaire principal. On était en plein milieu de la ville et d'un coup on se retrouve en pleine nature. On a du mal à croire qu'on est encore à Tokyo. On arrive après au sanctuaire principal qui est vraiment magnifique avec une architecture en bois typique du style Shinto. Ensuite, direction le temple Gotokuji. C'est un temple bouddhiste un peu plus excentré et ce temple, c'est le temple des fameux manekineko, c'est-à-dire les petits chats porte-bonheur. Des centaines de petites statues de chats de toutes les tailles. On peut même acheter sa propre statue et aller la poser sur les étagères avec les autres. Le temple en lui-même est très joli, en bois, avec un jardin japonais super apaisant. Attention par contre aux horaires, il est ouvert de 8h à midi et de 13h à 15h. Ça ferme tôt, donc pensez à l'anticiper pour bien planifier votre journée. L'après-midi, direction le parc Shinjuku Gyoen. L'entrée coûte 500 yens. C'est un immense parc au cœur de la ville avec un très beau coin aménagé en jardin japonais. Ce qui est particulièrement marquant, c'est le contraste. D'un côté, la sérénité du jardin et en fond, les buildings de Shinjuku. C'est vraiment une balade très sympa à faire. Le soir, on est retourné à Akihabara, le quartier geek, et c'est encore plus impressionnant de nuit. On a profité pour faire une session de rétro gaming. D'ailleurs, je vous mets le lien en description du lieu où on a été. Il y a un choix incroyable de vieux jeux de Mario, Donkey Kong, Street Fighter. C'est vraiment le paradis si vous aimez le rétro gaming. Pour le 7e jour, on a décidé de sortir un peu du centre et de rejoindre Odaiba. C'est une île artificielle aménagée à une trentaine de minutes en métro depuis le centre de Tokyo. On y allait spécifiquement pour le Round 1 Stadium. Le principe, vous payez un forfait, 90 minutes, 3 heures ou une journée, et vous avez accès à des dizaines d'activités. On a fait 3 heures pour 3090 yens par adulte. Il y a vraiment un choix immense d'activités avec des stands de baseball, de basket, de foot, de billard, de karaoké, du roller ou encore du tir à la carabine. Et évidemment des tonnes de jeux d'arcade. Tout est inclus dans votre forfait. Il y a même un QR code qui vous permet de sortir manger et de reprendre vos temps d'activité juste après. En sortant du Round 1, on a fait le tour des spots photos du quartier, la petite réplique de la Statue de la Liberté avec le Rainbow Bridge derrière et la statue de Gundam, une statue immense tirée d'un animé. Et à Odaiba, vous avez énormément de malls aux alentours avec un immense choix de boutiques. Bref, si vous faites Odaiba, prévoyez une demi-journée pour seulement le Round 1. Mais si vous voulez faire du shopping, vous y passerez facilement la journée entière.
Voilà pour mon itinéraire de 7 jours à Tokyo. Franchement, une semaine c'est à la fois beaucoup et pas assez parce qu'il y a tellement de choses à faire et d'autres quartiers à explorer. Si cette vidéo vous a aidé à préparer votre voyage, pensez à liker et à vous abonner, ça soutient vraiment ma chaîne. Je prépare plein d'autres vidéos sur le Japon. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous tente le plus pour votre séjour à Tokyo.